Spécialisé dans la data, Stat for Decision est un organisme de formation qui vous accompagne dans vos transformations liées aux données. Notre expertise se concentre sur toute la chaîne de traitement de la donnée. Nous formons plus de 900 stagiaires par an sur les technologies de la data. Parmi eux, 95% sont issus d'entreprises que nous accompagnons partout en France. Sur des thématiques telles que le big data, l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, la gouvernance et l'analyse des données ainsi que la business intelligence. Si vous êtes intéressé par des outils tels que Python, R, Power BI, Jupyter, Databricks ou Dataiku, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième édition du Power 365. Alors merci à ceux qui sont en présentiel avec nous aujourd'hui. Merci à vous qui êtes en ligne en direct sur YouTube ou LinkedIn. Et un très grand merci à Jérémy Laplaine et Gilles Pommier qui vont nous présenter les 10 tips pour réussir la création de votre Power Page. Donc Jérémy et Gilles, c'est à vous encore merci. Merci. J'imagine que c'est partagé. C'est bon, c'est parfait. Bonjour à tout le monde. Donc je suis Jérémy Laplaine, je suis le cofondateur de Neoritz. Je fais essentiellement de conseils autour de la Power Platform et je suis depuis 2 ans MVP Business Application et donc spécialisé notamment sur Power Pages, surtout le portail en fait que je pratiquais depuis 2 ans. Et donc moi, je suis Gilles Pommier, je viens de Montpellier. Je fais des consultings sur Office 365, tous les outils. Ma spécialité, c'est plus être sur la Power Platform et SharePoint, on va dire. Je suis aussi MVP, donc des applications. J'étais MVP Office 365 depuis 2014 et des applications depuis quelques années. Donc, on remercie un peu tous les sponsors, même si on vous l'a dit à chaque fois, c'est vrai qu'on a pu profiter aujourd'hui d'un super endroit, on a été invités à manger tout le monde. Donc, voilà, c'était une super organisation. En fait dans cette session, donc c'est pas une session d'introduction en fait sur Power Pages. Donc on sait forcément, certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore utilisé Power Pages. Donc voilà, là on est sur une session en fait. Nous, ce qu'on a décidé de vous présenter, c'est plus des trucs et astuces quand vous mettez les mains dans le cambouis de cette version de Power Pages, pour essayer en fait de vous aider à aller rapidement sur des choses. Donc nous on est passé par là, ça nous a pris du temps et on voulait vous partager en fait certains éléments que nous on a eu à mettre en œuvre sur Power Pages. Alors Power Pages, le point qui est important donc de savoir, ça s'anime. Oui, c'est animé. D'accord. Mais là c'est ok. Donc, on ne fait pas l'animation, on arrive sur la dernière diapo. Donc, Power Pages, en fait, Microsoft le présente de la façon suivante. Dans le stack de la Power Platform, on a tous les éléments que vous connaissez déjà, donc Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent. Jusqu'à présent, ces 4 piliers étaient là depuis déjà quand même un petit moment. Et depuis avril-mai, Microsoft a dit bon, on va vous mettre une brique en plus. Donc ça, c'est important parce que ça en fait un 5e module parmi les autres. Donc ce module s'appelle Power Pages. Et ce module Power Pages, en fait, son objectif, c'est de vous aider à construire des sites Internet. Donc on parle bien de sites Internet, visibles sur Internet. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet que Microsoft, on va dire globalement, avait
plus ou moins abandonné à une certaine époque avec SharePoint et le site internet qu'on avait à disposition. Et donc là, on remet en fait sur le devant de la scène les possibilités de pouvoir créer son site internet. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce qu'au-delà de l'aspect présentation de Microsoft, nous, on essaie de vous apporter aussi un petit peu des éléments complémentaires. L'idée, c'est est-ce que Power Pages est vraiment une nouvelle solution, un nouveau produit? Et en fait, absolument pas. Alors, le contexte, nous, en ce qui nous concerne, c'est qu'avec Jérémy, on a travaillé sur du projet Power Apps Portal il y a 2 ans. Ouais, pour une entreprise du coin. Pour des et donc, en arrivant sur Power Apps Portal qu'on ne connaissait pas du tout, Jérémy m'a appelé comme expert Power Apps Portal sur son projet. Je ne l'ai jamais fait. Après, c'était un peu complexe parce que plonger dans Power Apps Portal, ça voulait dire aussi plonger dans le domaine Dynamics. Parce que Power Pages n'est pas nouveau. Power Pages, en fait, est une évolution du produit qui s'appelle Power Apps Portal. Et Power Apps Portal, il y a 2 ans, n'était pas nouveau non plus. Parce que Power Apps Portal, en fait, vient du portail Dynamics Portal. Donc, pourquoi ça c'est important de le comprendre, même aujourd'hui par rapport à Power Pages, c'est parce que même si Microsoft le présente comme un nouveau module, un 5e module par rapport à la Power Platform, il faut savoir que quand vous allez si vous avez déjà mis les mains dans le cambouis ou si vous allez mettre les mains dans le cambouis, vous allez rapidement en fait tomber sur des points qui sont complètement liés en fait à Dynamics. Sachez-le, parce que plonger dans le monde Dynamics, ça veut dire plonger dans un monde complexe. Il est vrai que Power Pages, ce qui est vrai, c'est que Microsoft a fait en sorte, lorsque vous voulez démarrer sur Power Pages, commencer à créer votre premier portail Internet, il y a des templates, il y a différentes facilités, et ça, c'est intéressant, pour pouvoir rapidement monter quelque chose, comprendre le fonctionnement, mettre de la data, etc. Ils ont vraiment amélioré avec des assistants qui vous permettent de rapidement rentrer dans le vif du sujet et de créer votre portail. Mais dès que vous allez vouloir rentrer dans la configuration plus complexe, vous allez tomber sur les écrans Dynamics qui sont des écrans de complexité un petit peu plus supérieure. Vous oubliez de code parfois à ne pas oublier si on va aller un peu plus loin dans la personnalisation. Tout à fait. Tout à fait. Donc, lorsqu'on travaille en fait globalement avec la Power Platform, là on a quelque chose qui se dessine aujourd'hui qui s'appelle la Fusion Team. Comment vous expliquer ça simplement? En fait, Microsoft, lorsqu'ils ont expliqué la Power Platform et ses objectifs, et vous le savez, solution low-code s'adressait à du citizen developer. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, on sait la cible est du citizen developer. Par contre, on sait que les développeurs ont pris en main la plateforme. Nous, c'est notre cas. Donc, c'est notre cas. On se revendique plus d'un profil développeur qui avons appris à travailler, à développer sur la Power Platform. Donc, d'un côté, il y a du citizen qui vient plutôt du monde métier, analyste, des gens qui savent faire des macros Excel, des choses comme ça, et qui plongent dans le monde low-code en tant que citizen developer. Et après, il y a les développeurs classiques qui plongent dans le monde Power Platform avec leur capacité de développement. Et c'est des publics aujourd'hui, des profils aujourd'hui qu'il faut clairement identifier. Et un troisième, c'est pour ça qu'on appelle Fusion Team, un troisième en fait qui vient pour gérer un petit peu tous ces aspects-là, qui est la partie administration, donc plus de l'IT, où les administrateurs, donc IT, vont devoir gérer la gouvernance de la Power Platform, la gouvernance du portail Power Pages, entre autres, parce que c'est notre sujet, les paramétrages. Je ne sais pas, par exemple, si on veut avoir de l'authentification custom sur un portail, d'avoir ces possibilités, en fait, de pouvoir décider de changer de fournisseur d'authentification. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la Fusion Team, c'est tous ces profils qui sont nécessaires dès qu'on travaille sur la Power Platform. Et donc, Power Pages, c'est toi qui l'as fait quand même. On a créé une petite page en fait Power Pages pour la démo. Et en fait, l'idée c'est qu'on vous a mis un petit lien et un QR code. Et vous pouvez le scanner en fait. Et vous allez arriver directement sur la page. Vous allez pouvoir poser vos questions.
Donc, pareil, si vous êtes depuis Teams ou depuis LinkedIn ou YouTube, vous pouvez le voir et poser vos questions. Évidemment, pour ceux qui verront en replay, on ne répondra pas. Mais en tout cas, on pourra regarder après, en sachant qu'on aura sur chaque slide, on va laisser le petit icône. Si jamais vous avez navigué sur votre téléphone ailleurs, vous l'avez oublié, on pourrait toujours y revenir. Donc, le but de cette application que Jérémy a monté, a pris du temps pour monter ça, c'est d'avoir un peu de questions ouvertes. C'est un chose qu'on a fait quand on a fait une session à Aix où il y avait pas mal de questions, c'était intéressant. Donc l'idée, on s'est dit, refaisons-le aujourd'hui. Donc si vous avez des questions... On essaiera de garder un peu, de finir un peu plus tôt, même si on a pris un peu de retard, pour justement prendre des questions et puis répondre. Et sinon, on verra, on fera des réponses sur Internet, comment on le gère. La première astuce, parce que évidemment, aujourd'hui, c'est de parler de tips pour pouvoir améliorer un peu sa prise en main dans Power Pages, c'est la gestion des images de profil et la gestion des thèmes. Les images de profil, quand vous connectez directement, et je vais vous montrer toujours mieux, ici, hop, je me connecte, je choisis par exemple, je peux voir mon profil, dès que j'arrive sur cette page-là, ici, je ne peux pas changer la photo, c'est impossible. Et moi, je me suis demandé pourquoi, donc comment faire. Et donc, j'ai eu ce besoin-là, et j'ai essayé de trouver le moyen d'y arriver. Je crois que ce n'est pas la même page ici. On va aller voir là. Je vais aller ici sur le site où on a le profil. Et donc là maintenant, avec une petite modification, un petit paramétrage, je peux charger une image et avoir ma photo de profil pour le site. Donc pour faire ça, donc là c'est évidemment dans un cas où on est sur un site authentifié. Sur Power Pages, on peut faire avec authentification ou sans authentification. D'ailleurs, quand vous êtes tous connectés, là sur le site, avec le lien, vous êtes connectés en tant que non authentifié. Donc vous n'allez pas avoir de profil. Donc si je reviens pour montrer un peu tout ça, l'idée c'est, je vais y aller directement, c'est d'ouvrir le paramétrage de Power Pages. Donc là, vous voyez ici, on a le studio de Power Pages. Donc pareil, on ne va pas tout refaire, présenter le studio. Il y a déjà eu des petites sessions qui le montrent pour apprendre un peu comment on s'en sert. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ici la partie page pour gérer toutes les pages du site. Il y a la partie ici style pour les thèmes. Je vais revenir juste après. Il y a d'autres parties, la partie données et la partie configuration. Et dans les trois petits points, on a la gestion du portail. En fait, c'est ici qu'on va pouvoir gérer le portail. Et quand on y va, je vais le faire ici, on arrive sur cette page avec toutes les options qu'on pourra avoir. Ici, par exemple, j'ai le site web, j'ai tous les sites web qui sont enregistrés. Donc, on peut faire plusieurs sites, Power Pages, donc ils sont tous là. Et je vais avoir tout un tas de paramétrages que je vais pouvoir utiliser ici. Notamment... Donc ça, c'est l'écran Dynamics. Hein. Ouais. Il ne faut pas avoir peur pour ceux qui n'ont jamais fait. C'est dur de commencer par ça. Mais... Il y a beaucoup de paramétrages. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer. Je sais que quand vous allez créer votre Power Pages, le fait de ne pas pouvoir créer son profil et son image, c'est assez frustrant. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident. En fait, comment j'ai fait, pareil, en fonction des versions, c'est un peu différent, mais je vais vous montrer. Donc, il faut aller dans les paramètres du site, site settings en anglais. Et ensuite, vous allez voir, là j'ai fait un petit filtre, d'ailleurs je vais vous montrer. Ici, paramètres du site. J'ai tout un tas de paramètres, voilà, j'en ai 153. Donc, il faut trouver les bons. Et parfois, il y en a qui n'existent pas. Donc, notamment, parmi ces trois-là, le tout premier qui s'appelle Profile / Show Image n'existait pas, il a fallu que je le crée. Donc, pour ça, j'ai fait nouveau paramètre. Et ici, j'ai rempli les informations. Donc là, si on regarde à quoi il ressemble, je l'ai appelé Profile / Show Image. J'ai précisé sur quel site je voulais le mettre, puisqu'on peut avoir plusieurs sites, évidemment. Et ensuite, j'ai mis la valeur true. Celui-ci n'existait pas, il a fallu que je le crée directement. Pour les deux autres, pour ceux qui travaillent sur le portail, ils n'existaient pas. Donc il fallait que je les crée de toutes pièces. Maintenant, avec le Power Pages, ils sont directement intégrés. Donc il suffit de mettre true ici pour enable au niveau de la web API contact. Et ici, il faut préciser les champs dans lesquels je vais enregistrer l'image. Donc c'est là qu'on va enregistrer l'entité d'image dans le contact
Et on va voir que quand on va enregistrer finalement l'image, lorsqu'on va la charger, elle va directement être affectée à un contact. Donc ici, une fois qu'on a fait ces 3 paramétrages, on peut modifier ici, je vais aller sur le site, on peut modifier directement le profil, la photo de profil. Et une fois que je l'ai enregistrée, on va la retrouver dans, je vais aller dans le studio. Ici, on va aller là, dans le données. Je vais aller dans autre table. Donc je vais dans contact. Ici, je devrais trouver, si tout va bien. Ici, j'ai. Là, je vais rajouter, je vais faire un filtre sur. Je vois deux fois mon nom. Donc je vais rajouter le champ. Allez, ici. Donc, ce n'était pas celle-ci, je vérifie. Hop. C'est quel champ? C'est Entity, évidemment. Ah. Je sur le nom, évidemment. Un truc qui veut absolument voir sa photo. Voilà, et elle est là. Et donc, ça enregistre directement la photo dans le Dataverse. Ceux qui ont suivi des sessions sur le Dataverse ou autres, on peut retrouver directement et du coup, on les récupère automatiquement. Donc ça, c'est pour ajouter l'image au profil. Première astuce. Après, alors, juste pour ceux qui n'ont pas fait encore de PowerPages, parce que si il y en a beaucoup, peut-être, qui découvrent totalement. Ouais, du portail. Ok, donc juste pour replacer les choses, après on va continuer notre session sur les tips, mais juste pour replacer les choses, si jamais vous voulez démarrer en fait avec PowerPages, lorsque vous allez sur Google et que vous tapez PowerPages Preview, vous tombez donc sur le site Microsoft qui vous permet de pouvoir dire je veux démarrer à faire du PowerPages. Et donc là, en fait, le moyen le plus simple, c'est que Microsoft en fait va ajouter un environnement PowerPages parmi vos environnements de votre tenant, va rajouter un environnement spécifique pour pouvoir créer votre portail ou vos portails PowerPages. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous pouvez très bien tester PowerPages sans venir mettre le bazar en fait dans votre tenant existant ou dans vos environnements existants. Donc si vous voulez démarrer, c'est vraiment simple, hein, il suffit de dire ok, je démarre, je mets mon adresse de mon tenant et automatiquement, alors après il faut des droits d'administration du tenant, je pense. En tout cas. Il faut automatiquement. En tout cas, il crée un environnement qui vous permet de pouvoir jouer avec PowerPages. Donc on n'est pas arrivé. Et après, donc, on enchaîne sur la création d'un portail et après le studio que le studio, il suffit. Quand une fois qu'on a créé le portail, on va l'appeler portail, hein, c'est une page, un site, on fait modifier. Et dans la partie modification, on va arriver sur le studio. Donc, c'est là. J'ai quitté le studio. Donc, on va ouvrir le studio et dans le studio, vous allez avoir tous les paramétrages, notamment gérer les pages. Et on va voir aussi, ici, donc les pages. Je vois que j'ai ma page d'accueil. On voit que j'ai là une page question, une page de contacter, une page Power BI. Si vous regardez, c'est ce qu'on retrouve en haut. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir gérer toutes les pages. Et donc, à cet endroit-là, je pourrai ajouter différents composants. Pour ceux qui connaissent WordPress, ça va être un peu le même principe, en légèrement différent. C'est ça en effet qui est amusant. La première fois où vous démarrez, vous créez vous installez l'environnement via le lien Microsoft, vous commencez à créer votre portail, il vous demande en fait le template que vous devez choisir un template. Et dès que vous avez choisi un template, le portail est créé. Et ce qui est marrant ici, ce qu'on voit dans l'écran, c'est qu'en fait, ça ressemble étrangement, vous voyez ici, à des choses que l'on a sur des outils type SharePoint. On va pouvoir ajouter en fait des éléments de design, des composants, des éléments graphiques. Ça, on n'avait pas ça avant, typiquement. Donc, avant, c'était plus
vraiment plus brut HTML dans Power Apps Portal. Et c'est vrai que ces possibilités-là donnent tout de suite un intérêt immédiat pour du citizen qui veut rapidement créer son portail Internet. Maintenant, ce qui est important, et c'est le but aussi de cette session, qu'il faudra reprendre à tête reposée par rapport à tout ce qu'on va montrer, c'est que derrière cette façade facile, on attaque derrière du Dynamics. Donc dès qu'il y a du paramétrage, comme montre Jérémy, ou la photo de profil, ça ne s'affiche pas, on ne sait pas pourquoi, après il faut plonger dans les paramètres. Alors c'est une version preview, donc forcément ça peut évoluer, mais ce qui n'évoluera pas, c'est que derrière, ce sera toujours du Dynamics. Avec le Dataverse pour les données. Tout à fait. Là où ça a beaucoup changé d'ailleurs, et pour enchaîner sur la suite, par rapport au portail classique qui était sorti en 2019, c'est la partie style en fait, et thèmes, puisqu'en fait on a pas mal de thèmes qui sont directement proposés. Donc là on va pouvoir choisir un thème et ça va s'appliquer sur tout l'ensemble. Un thème, comment il se compose, on va avoir une palette de couleurs, on va pouvoir changer. Ici, je les ai changées pour reprendre les couleurs de Power 365. On va pouvoir définir la couleur d'arrière-plan de base. Et ici, pour toutes les parties en fait, qu'on peut retrouver en général dans un site internet, les titres, les différents niveaux de titres, sous-titres, les paragraphes, on va pouvoir définir différents critères, que ce soit la police, le type, la taille et la couleur. On va pouvoir gérer les boutons aussi, boutons principal, secondaire. Alors, on va pouvoir gérer toute cette partie-là. Et dès qu'on va l'enregistrer, automatiquement, là j'étais sur la partie qui s'appelle Orange, j'ai cliqué sur enregistrer et c'est écrit, on ne voit pas très bien. Je peux le faire. Voilà, vous voyez ici, juste là, c'est écrit modifier. Et ça va s'enregistrer directement dans un fichier CSS finalement, pour ceux qui connaissent. Là, tout ça, ça va sur du CSS. Et petite nouveauté qu'on a depuis très longtemps, depuis 2 semaines à peu près. Ici, on a, dans les 3 petits points, on a géré CSS. Et si besoin, on va pouvoir charger d'autres fichiers CSS pour les différents styles dont on aura besoin. En sachant que ici, celui qui s'appelle portal basic theme.css va rester principal. Les autres vont venir après. Et celui-ci, c'est celui qu'on a créé avec cette page-là. Et ces fichiers CSS, en fait, on va les retrouver, donc que ce soit le portal basic theme.css ou d'autres. Ici, j'ai marqué Power 365.css. On va retrouver tout ça dans les paramètres du site, puisqu'en fait, on va avoir sur la partie fichier web, on va pouvoir récupérer des fichiers CSS. On en voit ici, et on va avoir le basique, on va avoir pas mal de fichiers CSS qui sont déjà installés. Et c'est cela en fait qu'on va retrouver à ce moment-là. Par contre, on ne peut pas les lire directement dedans. Pour ça, il faut les extraire. Et là, on va pouvoir, je vous montrerai tout à l'heure comment on extrait tout ça. Mais ensuite, je peux retrouver toutes les informations, attention ça fait mal, en code. En fait, tout le code complet du site, je peux le retrouver et m'en servir derrière. Et ici, par exemple, si je regarde les fichiers ici, web, et je vais pouvoir retrouver normalement le portail basique thème ici. Et donc là, je vais le retrouver avec les différentes couleurs que j'ai définies de base. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc aussi bien, on peut s'amuser et aller assez loin finalement en étant juste sans rentrer dans le code, juste en modifiant son thème. Il s'enregistre. Si besoin, on peut aussi en cliquant sur le truc, rétablir les valeurs par défaut. Et du coup, on va revenir à la base. Et on va perdre tous les paramétrages qu'on avait fait. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les thèmes. Donc là, l'astuce, c'est vraiment de se dire qu'on peut le faire directement sur le studio, mais on peut aussi tout retravailler directement par un pro dev, quelqu'un qui sait coder derrière. C'est ce que je vous ai mis ici. Donc ça, c'était dans le portail. Donc c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait vraiment charger le CSS personnalisé de base et plus de travail. Là, ici, maintenant, on a vraiment le fichier CSS qui est modifié directement et qu'on peut encore retravailler. Voilà, et là, ça, c'est pour gérer si on va en charger d'autres. Je te laisse prendre la suite. Oui, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que vous rentrez dans le monde Power Pages, vous rentrez dans le monde Dynamics. Qui dit monde Dynamics
dit qu'il y a un outil indispensable en fait, que vous devez absolument connaître. Moi, j'ai mis 15 jours en fait avant de trouver que c'était indispensable. Donc, ne faites pas la même erreur que moi à l'époque. Donc, l'outil en fait XRM Toolbox qui est fait par un MVP qui est sur Nantes, Tanguy Touzard. XRM Toolbox, en fait, c'est une solution qui permet de pouvoir, basée sur des plugins, qui permettent de pouvoir en fait attaquer votre portail et avoir des modules en fait complémentaires qui vous permettent soit de faire des éléments de configuration plus faciles, soit pouvoir de requêter vos données de manière plus rapide, soit pouvoir charger par exemple toute une masse de fichiers en une seule fois, alors que depuis le portail on ne peut pas le faire. Donc c'est indispensable en fait d'utiliser XRM Toolbox et des plugins. Là, il y en a quelques-uns ici que j'utilise moi. Donc on a alors un qui est connu que moi j'utilise beaucoup, c'est le Fetch XML Builder. Donc Fetch XML Builder en fait c'est un plugin qui permet de pouvoir requêter en fait les données. Donc voilà, après ça aussi c'est des choses aussi intégrées. C'est pour ça que c'est important d'intégrer que quand vous êtes sur du Power Pages qui semble tout nouveau, vous intégrez du monde Dynamics parce que vous n'interrogez pas des bases SQL, enfin, vous interrogez du Dataverse derrière, et le Dataverse, en fait, se requête avec du Fetch XML. Donc, c'est tout de suite, voilà, vous rentrez dans un monde qui est un peu complexe, donc XML Toolbox vous permet de pouvoir un petit peu avoir des choses un petit peu moins compliquées, puisque, en fait, Fetch XML vous permet de construire votre requête de manière assez graphique, et à la fin de l'exécuter, de la reprendre pour la coller dans différents endroits. Donc, c'est franchement assez pratique. On peut utiliser le Power Automate, notamment dans le rapport paginé aussi. Voilà, dans Power Automate, alors pour les feignants, parce que normalement ce sont tous les développeurs, lorsque vous requêtez par exemple une entité Dataverse et que vous avez un filtre à faire, où vous allez devoir définir certains critères, donc ça va être une requête Fetch XML. Donc c'est vrai qu'on prépare d'abord une requête avec Fetch XML Builder, et après il suffit de copier-coller dans le Power Automate, et évidemment on gagne du temps. Sans ça, je me suis arraché les cheveux une quinzaine de jours avant de comprendre qu'il y avait des outils comme ça. Donc après, dans les outils, on a du portal Code Editor qui permet de pouvoir, quand on rentre sur la partie développement, de pouvoir avoir un outil un petit peu plus facile, on va dire. Maintenant, on peut faire aussi avec Visual Studio Code. Donc, c'est vrai qu'on a utilisé ça énormément pour pouvoir accéder au code, de pouvoir avoir une visualisation du code serveur et du code client un peu différent. Alors pourquoi? Mais j'en parlerai un peu plus tard, mais là, on le voit directement. C'est qu'en fait, quand on est sur du portail, on a évidemment du code JavaScript, ici, classique, vous voyez, mais on peut interroger aussi, on a besoin d'interroger en fait ce qui se passe au niveau du portail avec des codes serveurs. Et le code serveur, en fait, qu'on appelle du code liquid, le langage s'appelle liquid, on identifie en fait le code serveur avec des tags ici spécifiques que vous voyez ici ou ici, voilà, avec les. C'est bon. Avec des tags spécifiques qui permettent de dire ça c'est du code serveur. Et donc un des intérêts aussi, ou en tout cas une des choses qu'un développeur doit comprendre dès qu'il veut, par exemple, reconstruire des éléments de design très spécifiquement, et donc obligé d'intervenir en JavaScript, c'est que les éléments JavaScript ici vont pouvoir s'appuyer sur du code ou des informations côté serveur grâce à un mix de code client et de code serveur. Et donc le Portal Code Editor, c'est vrai que c'est un outil assez pratique pour pouvoir faire ça. Après, donc le Fetch XML Builder ici, oui, donc, ressemble à ça. Et là, ce qui est intéressant dans la vue qui permet d'avoir cette requête-là, c'est vous voyez qu'automatiquement, on peut récupérer les requêtes ici pour l'embarquer dans Power Automate ici, par exemple. Donc là, si je clique ici, je suis en mode feignant où je récupère ma requête Fetch XML que j'ai juste à coller après dans mon Power Automate. Le portal Web File Explorer aussi, c'est celui-là qui vous permet de pouvoir charger plusieurs fichiers en une seule fois, alors que si on prend le mécanisme du portail via Dynamics, on peut charger fichier par fichier, donc si vous avez plusieurs éléments à mettre, c'est facile d'aller par là. Donc ça, c'est quelques modules, sachez que vous en avez bien plus dans XRM Toolbox. Après, voilà, vous avez des modules liés aux données, vous avez des modules liés aux outils, donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable à connaître dès le départ, dès que vous allez vouloir faire du Power Pages. Alors, après... Oui.
Une chose aussi donc, qui est intéressante et rapide en fait, à mettre en place, c'est la possibilité de pouvoir utiliser Azure pour pouvoir tracer en fait, ce qui se passe au niveau du portail. Et c'est vraiment des choses qui sont faciles. Alors, pour vous dire à quel point c'est facile, c'est parce qu'à 20 minutes avant la session, où on nous a dit bah non, vous avez le droit qu'à un seul PC, alors que moi, tous mes démos sont sur le mien. On a dit bah, ok, j'ai une démo là-dessus, comment on fait? Et en 5 minutes, en fait, on reconstruit avec Azure la possibilité de pouvoir intégrer les traces. Ce que vous dire, quand même, c'est vraiment des choses assez rapides. Et c'est vrai que c'est des choses dont on a besoin. Alors, si. C'est bon. Aussi, c'est bon. Ok. Donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser Azure Application Insight. Alors, après, vous avez juste, mais ça, on vous a mis dans les diapos la documentation qui va bien. Il y a juste ici une page à avoir, en fait, dans les favoris, parce qu'il y a un petit bout ici de JavaScript qu'il va falloir prendre ici pour pouvoir coller au niveau du portail. Et la seule chose qui va être à modifier dans ce bout de JavaScript ici, c'est la chaîne de connexion qui est propre, en fait, à votre paramétrage côté Azure. Donc, côté Azure, en fait, ce qui se passe, c'est ça qu'on a refait en 5 minutes avant la session, c'est d'activer en fait Microsoft App Insight, ici, de créer des ressources qui vont bien. Et à partir de là, en fait, si je vais dans la partie Overview, la seule chose qui est importante pour moi, c'est de récupérer ici cette chaîne de connexion. Juste pour info, on va appeler Insight, en fait, on va dans Azure, on fait rechercher application Insight. Le module apparaît, on clique dessus et après, il y a juste à dire 2-3 paramètres à remplir assez simples. Et on arrive là. Ce n'est pas non plus quelque chose qui paraît complexe. Une fois qu'on a créé donc, cette ressource et qu'on veut intégrer ça dans notre portail, l'idée, c'est lorsque l'on va aller sur les paramètres du site, donc là, c'est le même. Je plaisante. Alors, en fait, tout en bas, ici, vous voyez, on a activé l'analyse du site. Si on va à cet endroit-là, lorsqu'on va choisir ici le site qui nous intéresse, qui est celui-là, on a juste copié donc l'extrait JavaScript et on a juste modifié ici la chaîne de connexion, tout à la fin, qui est ici. Et donc, juste en faisant ça, ça permet d'activer des traces en fait, au niveau du portail. Et ce qui permet, alors, évidemment, après, vu que j'étais tout seul et que je n'ai pas cliqué 50 000 fois, ça ne sera pas forcément super probant. Mais si je vais ensuite dans Utilisateur, là, je commence en fait à voir que j'ai de l'activité ici qui apparaît. 13 users différents parce qu'ils ont posé des questions, c'est ça? Exactement, ils sont connectés en fait. Ok. Et donc après, on va pas faire des détails sur la partie Insight, mais l'idée, par exemple, c'est lorsque je vais aller, je peux voir ici l'analyse page par page, voir ici les pages qui ont été utilisées, ou alors si je reviens ici dans la partie template, lorsque je vais ici sur le défaut template, vous voyez, j'ai un détail ici sur les pages qui ont été vues, sur la partie trace, sur les navigateurs ici. Donc là, je commence en fait à avoir l'activité qui apparaît de mon portail et que je peux visualiser directement dans la partie Azure. Et ça, voilà, c'est juste un bout de code à coller, à changer la connexion string et c'est bon. Pas besoin de prendre le code. Tout à fait. Pas bien. Donc voilà, c'est ce qu'on résume ici au niveau des diapos. Donc d'un côté, le copier-coller du code, on vous a remis ici le lien qui pointe sur l'article qui va bien. Faites attention parce que dans l'article, en fait, ils expliquent que le bout de JavaScript peut changer. Donc il faut vraiment reprendre, quand vous voulez le faire, reprendre ce lien, reprendre le bout de JavaScript, le dernier qui est dans cet article-là, pour être certain de voir le bon. Et après, donc, on va pouvoir avoir des statistiques de ce type-là pour suivre l'activité du portail. Alors, j'ai perdu ça. Ensuite, donc ça, je vais pas passer trop de temps dessus, parce que j'en ai parlé avant. Le langage que vous utilisez au niveau du portail, donc langage côté serveur, c'est du langage qu'on appelle le langage Liquid. Et évidemment, vu que c'est du web, le web, vous allez pouvoir utiliser du JavaScript pour pouvoir travailler des aspects graphiques, afficher des informations, faire du design, etc., etc. Et donc l'idée, en fait, lorsque vous allez travailler sur du portail, et vous allez forcément avoir besoin entre du code JavaScript, ici, que vous voyez, de devoir récupérer de l'information de côté serveur
que ce soit un identifiant, que ce soit une information en provenance d'une requête. Donc là, on a une requête fort pour pouvoir récupérer différents éléments. Eh bien, on va en fait avoir du code serveur ici, clairement identifié avec ces accolades ici, ces parenthèses, accolades, double accolade, et de mixer en fait du code client et du code serveur. Et donc dès que vous allez vouloir développer, donc là forcément c'est du profil développeur qui va faire ça, mais dès que vous allez vouloir aller plus loin au niveau du portail pour les personnaliser avec, je sais pas, des images qui s'affichent, je sais pas, carousel, j'en sais rien, des choses comme ça, du code que vous allez pouvoir par exemple récupérer côté client JavaScript que vous récupérez, mais forcément vous allez avoir besoin de code serveur et de mix des deux de cette façon. À noter quoi, la double accolade, c'est pour les variables et les pourcentages, c'est pour faire les opérations. Alors, s'il reste 5 minutes, je te laisse. Ouais, ça. On a commencé un peu en retard, et comme il y a la conférence après, c'est à 45. On a un peu pris. Donc, au niveau de l'intégration Power BI, du coup, je vais rester un peu sur les slides plutôt que la démo, vu le temps qui reste. On a un bouton ici, quand on fait plus pour ajouter des composants, Power BI. Quand on commence à cliquer dessus, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit Power BI n'est pas activé pour ce portail, il faut l'activer à partir du centre d'administration. Ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit bouton, on peut dire ouvrir le centre d'administration. Et du coup, on arrive directement dessus. Sur ce centre d'administration, il faut juste aller dans configurer l'intégration de Power BI. C'est assez clair par rapport aux besoins qu'on a. Et ici, on voyait qu'il n'était pas activé, donc on va faire activer la visualisation Power BI. Ça va être pour, si on va intégrer du Power BI qu'on a chez nous, donc avec le login mot de passe, si on a une licence. Si on va faire du Power BI embedded, donc du coup directement l'intégrer, là il va falloir activer le service et créer un service côté Azure aussi pour faire le lien. Donc là, je l'avais présenté sur une précédente conférence. Donc du coup, je vais vous présenter plutôt la partie dans l'organisation. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va, quand on va cliquer sur modifier Power BI, et maintenant qu'on l'a activé, on va voir ça qui va arriver, cet écran-là. Je vais pouvoir choisir mon espace de travail, le type de rapport que je veux afficher, donc soit un rapport, soit un tableau de bord. Et ensuite, je pourrai dire quel est le nom du rapport et sur quelle page de mon rapport je veux arriver. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième possibilité, pour aller un peu plus loin, on peut rajouter des filtres. Donc pour les filtres, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, c'est un filtre qui va lire les tables qu'il y a directement dans le rapport Power BI. Donc là, il faut le coder. Donc là, typiquement, on voit que c'est du Dataverse. Donc c'est la table où je rajoute juste ici le nom de ma table, un slash, le nom de mon champ, mon opérateur et ma valeur. Je vous ai mis ici un site où on peut, je vais cliquer dessus, ça on voit rapidement, même si ça n'a pas beaucoup de temps. Ici, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour créer, je descends volontairement, voilà, tous les opérateurs, comment on va pouvoir créer et configurer nos filtres. Donc, ça des filtres beaucoup plus complexes du coup. Donc le lien, je vous l'ai mis dans les slides. Les slides, on les mettra sur LinkedIn, comme ça, vous pourrez tous les récupérer. Donc voilà pour la partie filtre. Et une fois que, par exemple, j'ai rajouté que le demandeur ne peut pas être Jérémy, du coup, automatiquement, on voit dans mon filtre qu'il a été appliqué. Petite astuce pour Power BI, si vous ne voulez pas voir le bas avec les pages et les filtres sur la droite, vous pouvez directement utiliser un tableau de bord et afficher juste des tuiles. Pour ceux qui connaissent un peu Power BI, on peut récupérer des tuiles et afficher directement les tuiles sur notre page. Ça peut être assez sympa pour alimenter et rendre des choses plus graphiques. On pourrait très bien imaginer une tuile à côté du texte et la tuile va se mettre à jour automatiquement. Une tuile, ça peut être juste un visuel ou toute la page. Là, ici, entre autres, j'ai marqué toute la page. J'enchaîne encore, mais je vais essayer de faire pas trop long. Vous avez des questions? Ouais, vous allez voir des questions. On va regarder les questions s'il y en a beaucoup. C'est dur de ne pas pouvoir tout faire. Donc, le site, il est là. Hop, j'ai cliqué sur Power BI. Donc là, normalement, on doit voir les questions. C'est tout signé à jour. Donc là, j'ai utilisé le visuel rapport. Il y a peu de questions, ou alors ce n'est pas actualisé. Je vais juste aller voir. Je trouve que c'est l'actualisation qui n'est pas.
Mais non, il n'y a pas eu de question. Personne n'a posé de question. Il y a un petit problème. Ah, il y a un bug? Ouais. Mais tu peux voir dans l'application Insight, hein. Je pense que tu as des Ouais, j'allais voir, j'ai posé des questions. Et du coup, j'y répondrai directement sur le site. Donc ça pourrait revenir. Désolé. Du coup, ça me laisse un petit peu de temps pour finir. Tout ça pour ne pas répondre aux questions. C'est intelligent. Tout était prévu. Il y a des questions peut-être quand même dans la salle ou sur Teams? Du coup, en termes de licensing, Pas la bonne question. En On ne sait pas en fait. fait, pour l'instant, c'est un preview, donc c'est gratuit. Mais ils n'ont pas encore communiqué parce qu'il y avait des gros problèmes par rapport au portail qui était excessivement cher. En gros, il y en a très peu qui l'utilisaient. Et ils veulent revoir le prix, mais du coup, c'est le temps de la réflexion, d'avoir les retours. Et on espère normalement en fin d'année, mais il n'y a pas de garantie. Voilà. C'est clair que c'est un gros sujet, le gros sujet qui déterminera l'adhésion de cette solution. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de projets qui utilisent cette technologie-là, du fait de licence. Je vais juste finir. En gros, on peut aller un peu plus loin avec pour la partie développeur, puisqu'avec le pack CLI, donc c'est les lignes de commande, les interactions de commande, il y en a plusieurs qui ont été créées directement pour PagerDuty et le portail en général. Donc la première, évidemment, c'est que si vous voulez installer le pack avec la dernière version, vous allez faire pack install latest. Vous allez devoir vous authentifier pour vous connecter au portail. Donc pour ça, on va faire pack hot create et on va nommer le nom du portail, juste l'URL. Et après, on en a trois autres. Une qui va permettre de lister tous les pages, tous les sites qu'on a avec l'ID. Et ensuite, évidemment, là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir charger tout le site complet en local. On peut le modifier et après on peut le recharger sur le même environnement ou même sur un autre environnement. Et donc, je vous ai mis tout ça et on va bien. Je vais devoir arrêter. Je sais. Donc, je vous ai même mis un petit GitHub. Donc, si vous voulez aller voir pour le récupérer, vous pourrez y aller. Munir a dit que c'était pas bien GitHub. Munir m'enregistre. Ouais, Je rigole. Non, il a dit qu'il ne fallait pas utiliser, c'est utiliser du Python. Voilà. Donc, j'étais là. On va arriver à la fin de cette session. Ouais, c'est la fin. Désolé, c'est vrai qu'on avait un petit peu de retard, il y a un petit souci technique de connexion Internet. En tout cas, Jérémy et Gilles, un grand merci à vous, pour cette présentation. Merci également à vous tous en ligne et en présentiel avec nous pour cette dernière session ici pour la salle KPI Consulting de ce Power 365 troisième édition. Merci à tous et puis vous pourrez retrouver les enregistrements YouTube en ligne. Abonnez-vous à la page Power 365. Encore une fois, un grand merci à tous et une bonne fin de journée. Merci. Merci.